Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice posé à l'oral du concours de Polytechnique. J'ai trouvé cet exercice sur le site de Polytechnique, dans la section Sujet oraux CPGE. Vous avez tous ces documents ici qui sont des PDF d'exercices posés à l'oral. Je prévois de faire d'autres vidéos de ce type. L'exercice que nous allons considérer aujourd'hui est l'équation matricielle sinus grand A égale à la matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale et un coefficient A en haut à droite. Grand A sera une matrice dans M2 de grand C. Voilà, c'est l'équation qu'on veut regarder. Donc soit A dans R, on va déterminer les solutions grand A de M2 de C de cette équation sinus grand A égale grand N, où grand N est la matrice que je viens de décrire. Sinus grand A, on le rappelle, est défini comme une série entière. Sinus grand A, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n divisé par 2n plus 1 factoriel fois grand A puissance 2n plus 1. On va distinguer deux cas, le cas A différent de 0 et le cas A égale 0. Et dans le cas A égale 0, grand N est tout simplement la matrice identité. L'idée clé, c'est le lemme fondamental présenté sur ce slide. Si grand A est une matrice et que sinus grand A égale grand N, alors grand A et grand N commutent, c'est-à-dire AN égale NA. Pourquoi? Eh bien, on sait que toute somme de puissance de grand A, c'est-à-dire tout polynôme en grand A, commute évidemment avec grand A. Et ce résultat s'étend aux séries entières en grand A. Or, grand N, par hypothèse, est égal ici à sinus de grand A, qui est une série entière en grand A, donc une somme infinie de puissance de grand A. Et donc, grand N commute avec grand A. Ce qu'on va donc commencer par faire, c'est étudier le commutant de grand N. Et ça va déjà nous donner des informations. C'est une approche qui est très standard et qu'on va présenter sur cet exercice. Bon, on regarde le cas A différent de 0. Et on va regarder le commutant de grand N. On écrit grand N comme la somme de la matrice identité plus A fois grand E, où grand E c'est tout simplement la matrice qui a un seul coefficient non nul égal à 1 tout en haut à droite. Et on remarque que E carré égale 0. Calculons le commutant de cette matrice grand E. On prend une matrice grand M quelconque de M2 de C, on note ses coefficients P, Q, R, S, on calcule ME, puis EM, et finalement, on voit, c'est évident, mais de dire que ME égale EM, ça veut dire que R doit être égal à 0 et que P doit être égal à S. Donc ça veut dire que grand M est triangulaire supérieur, R égale 0, et que ses coefficients diagonaux doivent être égaux. Bon, revenons maintenant à grand N. Grand N, on sait que c'est la matrice identité plus A fois grand E, avec A différent de 0, et dire que A commute avec grand N, c'est équivalent, donc vous remplacez l'expression de grand N, vous développez, et comme A différent de 0, on montre très simplement, c'est juste les équations écrites ici, que ça équivaut à dire que A commute avec E. Ici, c'est très important, on utilise vraiment le fait que A est différent de 0. Donc conclusion, eh bien, une matrice grand A commute avec grand N si et seulement si c'est une matrice triangulaire supérieure avec les coefficients diagonaux égaux, comme je l'ai déjà dit. Ça, on peut le dire, c'est équivalent à dire que A est une combinaison linéaire de la matrice identité, pour les coefficients diagonaux, et de la matrice grand E. Vous vous rappelez, la matrice grand E, c'est la matrice dont le seul coefficient non nul est égal à 1 et tout en haut à droite. Bon, ça nous donne déjà une information sur la structure de grand A. Bon, donc, on regarde une matrice grand A de ce type. Comme la matrice identité grand I est commute avec tout le monde, et en particulier elle commute avec la matrice grand E, donc on peut calculer les puissances de grand A. Grand A puissance n, c'est pi plus Q puissance n, on applique la formule du binôme, le fait que la matrice grand I à n'importe quelle puissance est égale à elle-même, et finalement on a cette égalité à droite. Ici le point clé c'est que grand E puissance K, eh bien c'est égal à 0 dès que K supérieur ou égal à 2.
Pourquoi? Ben, on a dit plutôt que E carré est égal à 0. Ensuite, si vous multipliez encore par grand E, un nombre de fois égal à k moins 2, pour k supérieur ou égal à 2, eh bien vous restez sur la matrice nulle. Donc finalement, dans cette somme, dans la formule du binôme, tous les termes d'indice k supérieur ou égal à 2 sont nuls. Et seuls les termes k égale 0 et k égale 1 peuvent survivre. Donc il ne reste que deux termes dans la somme. Terme k égale 0. Donc 0 parmi n fois p puissance n, q puissance 0 fois grand E puissance 0. 0 parmi n, ça vaut 1. Et grand E puissance 0, ça vaut 1. Q puissance 0, ça vaut 1. Donc on retombe sur p puissance n fois grand I. Grand E puissance 0, c'est la matrice identité. Pardon. Terme k égale 1. On tombe sur 1 parmi n, qui est égal à n, p puissance n moins 1 fois grand Q fois grand E. Donc on tombe sur n, p puissance n moins 1, q grand E. Et la conclusion, eh bien, c'est que grand A puissance n s'écrit simplement comme p puissance n grand I plus n fois p puissance n moins 1 q grand E, pour n'importe quel n supérieur ou égal à 1. On applique la formule précédente à n égale 2n plus 1, puisque l'idée c'est qu'on va essayer d'expliciter le sinus de grand A. Et le sinus de grand A, vous vous rappelez, c'est une série entière qui fait intervenir les puissances impaires de grand A. Donc les puissances de grand A de la forme grand A puissance 2n plus 1. Bon, bah si on applique cette formule à 2n plus 1, on a grand A puissance 2n plus 1 égale p puissance 2n plus 1 grand I plus 2n plus 1 p puissance 2n q grand E. Maintenant, on fait ce que je viens de dire, on reporte cette égalité dans la série entière sinus de grand A. Eh bien, on prend ce coefficient, moins 1 puissance n divisé par 2n plus 1 factoriel, et puis maintenant on a l'expression de grand A puissance 2n plus 1, qu'on intègre dans la formule. Les deux séries sont convergentes, donc on éclate cette série entière en deux composantes. D'abord, on prend le p puissance 2n plus 1 fois grand I, donc on atterrit là-dessus. Puis, le deuxième terme, on le met dans une deuxième série entière, q fois cette série entière fois grand E. Et on a le droit de faire ça parce que les deux séries sont convergentes. Bon, premier terme, eh bien c'est facile, puisque cette série-là, une série numérique, ce n'est pas une série matricielle, c'est exactement égal au sinus de P. Vous devez connaître ce développement en série entière usuel. Maintenant, dans le second terme, eh bien, on simplifie 2n plus 1 divisé par 2n plus 1 factoriel, qui est égal à 1 sur 2n factoriel. Et donc la série peut se réécrire sous cette forme suivante, somme de n supérieur ou égal à 0 des moins 1 puissance n, p puissance 2n sur 2n factoriel. Et ça, vous devez aussi le connaître, c'est le développement en série entière de cosinus de p. Donc finalement, mis bout à bout, le sinus de grand A, donc grand A c'est PI plus QE, c'est égal à sinus de P fois grand I, plus cosinus de P fois Q fois grand E. Jolie formule. On veut que sinus de grand A soit égal à I plus AE. Rappelez-vous, c'est l'équation qu'on est en train de résoudre. Et donc on veut sinus de P, ici, égale 1, et cosinus de P fois Q fois grand E égale A. Puisque les matrices grand I et grand E forment une famille indépendante, donc une base en fait de M de 2C. Bon, eh bien, peut-on avoir ça? Est-ce possible? Eh bien non. Puisque pour tout P dans C, on a l'identité, vous vous rappelez ça, sinus carré P plus cosinus carré P égale 1. Elle est valable pour X, pour P dans R, mais aussi étendue pour P dans C. Et donc, quand on a sinus de P égale 1, eh bien on a cosinus carré P égale 0, et donc cosinus de P égale 0. Mais si cosinus de P égale 0, ça nous donne A égale 0. Et donc, on aboutit à une absurdité. Donc, l'équation sinus de grand A égale grand N, où grand A est l'inconnu, n'a aucune solution si A différent de 0. Bon, très bien. Maintenant, on peut passer au cas A égale 0. Si A égale 0, eh bien l'équation devient sinus grand A égale la matrice identité, où grand A appartenant à M2 de C est l'inconnu. Ici, on ne peut pas utiliser le lemme sur le commutant qu'on a explicité plus tôt,
il ne donne pas d'information, puisque grand I, la matrice identité, commute avec toute matrice. Et donc ici, il faut une autre méthode. On va utiliser le fait que toute matrice de C est trigonalisable, puisque grand C est algébriquement clos. Donc, on sait que si grand A est une matrice de M2 de C, il existe une matrice de passage inversible, P, appartenant à G de C, telle que grand A s'écrit PTP-1, avec grand T, une matrice triangulaire supérieure. Il est évident de montrer que sinus de grand A est égal à P fois sinus de grand T fois P puissance moins 1. Bon, vous pouvez d'abord montrer cette identité sur les puissances de A puissance K égale P, T puissance K, P puissance moins 1, et puis comme sinus de grand A est une série entière de grand A, vous étendez ce résultat par convergence. Donc sinus de grand A égale P sinus de grand T fois P puissance moins 1. Et donc, dire que sinus de grand A est égal à grand I, ça équivaut à dire que sinus de grand T égale à grand I. Et plutôt que de regarder la matrice grand A, on va regarder la matrice grand T. Donc on pose grand T égale une matrice triangulaire supérieure quelconque, coefficient diagonaux lambda 1, lambda 2, coefficient en haut à droite égal à mu, et on va regarder les puissances de T par récurrence sur n. Et on va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, grand T puissance n, c'est la matrice que vous voyez sur l'écran. Donc lambda 1 puissance n et lambda 2 puissance n sur la diagonale, et puis en haut à droite, une combinaison linéaire de lambda 1 puissance n et lambda 2 puissance n. Ça, c'est un résultat, je pense, qui vaut le coup de savoir démontrer. En général, c'est un résultat très générique qui peut vous être utile, comme par exemple dans l'exercice que l'on regarde aujourd'hui. Bon, comment vous pourriez le trouver en examen? Eh bien, vous regarderiez le cas n égale 1, n égale 2, n égale 3, et vous tomberiez rapidement sur cette formule. Bon, initialisation, n égale 1. Eh bien, c'est évident puisque dans ce cas, le ratio lambda 1 puissance n moins lambda 2 puissance n sur lambda 1 moins lambda 2 est égal à 1. Donc c'est égal à mu, et on retombe bien sur cette formule, évidemment. Ensuite, on suppose que la propriété est vraie au rang n, on note Cn, ce coefficient, donc c'est le coefficient en haut à droite de la matrice t puissance n. Alors, t puissance n plus 1, eh bien, c'est égal à grand T puissance n fois t. Grand T puissance n avec l'hypothèse de récurrence, elle a cette forme-là, grand T a cette forme-là, et puis bah, vous faites juste le produit matriciel, vous en déduisez que vous tombez là-dessus. Et quand vous développez le coefficient en haut à droite, avec la formule de Cn, eh bien, vous tombez sur cette formule-là, et puis si vous développez, eh bien, vous démontrez bien que la propriété est valable au rang n plus 1. Et donc par récurrence, eh bien, on a démontré ce résultat pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Bon, maintenant, essayons de calculer le sinus de grand T. On a regardé les puissances de grand T, et comme le sinus de grand T, c'est une somme de puissances de grand T, maintenant on va passer à cette étape-là. Ben, en sommant terme à terme la série entière sinus de T, qui est la somme des moins 1 puissance n, t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, et t puissance 2n plus 1, vous l'avez ici, t puissance 2n plus 1, vous remplacez n par n plus 1, donc vous avez en fait des combinaisons linéaires des lambda 1 puissance 2n plus 1 et lambda 2 puissance 2n plus 1. Eh bien, si vous sommez ça, c'est très simple, hein, les coefficients 1 sur 2n plus 1 factoriel fois lambda i puissance 2n plus 1, lambda i c'est soit lambda 1 soit lambda 2, se recombinent en sinus de lambda i. Et donc, vraiment évident, la matrice sinus de grand T, elle devient la matrice triangulaire supérieure, dont les coefficients diagonaux sont les sinus des coefficients, sinus de lambda 1, sinus de lambda 2, et le coefficient en haut à droite est égal à mu fois sinus de lambda 1 moins sinus de lambda 2, divisé par lambda 1 moins lambda 2. Donc c'est vraiment une formule, une démonstration assez élégante. Vous regardez les puissances de grand T, puis vous passez au sinus avec la série entière, et vous utilisez la convergence des séries sur les scalaires lambda 1 et lambda 2. Bon. Maintenant, on va regarder le cas lambda 1 égale lambda 2 égale lambda. On ne peut pas appliquer ça ainsi parce que sinon on diviserait par 0, donc on doit faire autrement. Eh bien, si grand T s'écrit sous la forme lambda fois grand I plus mu fois grand E avec cette matrice, on a grand E carré égale 0, et
on peut montrer par récurrence sur n que grand T puissance n, c'est lambda puissance n grand I plus n lambda puissance n moins 1 mu grand E. En fait, ce résultat, on l'a déjà démontré auparavant dans cette présentation, avec la formule du binôme, mais vous pouvez aussi le démontrer par récurrence. L'initialisation, évident, et puis ensuite l'hérédité, bah, vous utilisez le fait que grand T puissance n plus 1, c'est T puissance n fois T, vous développez, et puis comme E carré égale 0, un terme disparaît et vous retombez sur vos pattes. Voilà. Bon, maintenant, revenons encore au calcul de sinus de t, dans ce cas où lambda 1 égale lambda 2. Et bien du coup, sinus de grand T, c'est la somme sur n supérieur ou égal à 0 des moins 1 puissance n 2n plus 1 factoriel fois grand T puissance 2n plus 1, qui est égal à ça. Hein, vous avez grand T puissance n, ben vous remplacez n par 2n plus 1, vous injectez dans la formule. Comme auparavant, vous développez la série entière, vous l'éclatez en deux. Le premier terme ici, c'est une série scalaire, ça donne sinus de lambda. Et le deuxième terme ici, eh bien, ça vous donne cosinus de lambda. Donc finalement, sinus de grand T, dans le cas où les deux valeurs propres de grand T sont les mêmes, c'est sinus de lambda sur la diagonale pour ces deux coefficients. Et en haut à droite, vous avez mu cosinus de lambda. Bah, dans le cas A égale 0, si on veut sinus grand T égale grand I, eh bah, que lambda 1 soit égal à lambda 2 ou pas, en fait, ça se résume à sinus de lambda 1 égale 1, sinus de lambda 2 égale 1. Vous voyez ici, par exemple, dans le cas lambda 1 égale lambda 2, pour que cette matrice soit l'identité, bah, vous devez avoir sinus lambda égale 1. Bon, c'est assez bon parce que en plus, là, dans ce cas, sinus lambda égale 1, vous aurez cosinus lambda égale 0. Et dans le cas où lambda 1 est différent de lambda 2, bah, vous voulez que sinus lambda 1 et sinus lambda 2 soient égales à 1. Et puis si c'est le cas, bah, le coefficient hors diagonale se simplifie et devient égal à 0. Donc c'est une équivalence. Hein. Sinus grand T égale grand I, ça équivaut à avoir sinus lambda 1 égale sinus lambda 2 égale 1. Le terme hors diagonale s'annule automatiquement. C'est ce que je viens d'expliquer. Si lambda 1 est différent de lambda 2, bah, on a le terme égal mu fois, voilà. Exactement. Et puis si lambda 1 égale lambda 2 égale lambda, ce que vous expliqué, hein, le cosinus de lambda vaut 0, parce que sinus lambda vaut 1. Et qu'on a l'identité sinus lambda au carré plus cosinus lambda au carré égale 1. Très bien. Et donc en fait, mu est totalement libre. Le coefficient en haut à droite de grand T, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Et on rappelle hein, que si lambda est un scalaire dans C, sinus lambda égale 1, c'est équivalent à lambda appartient à pi sur 2 plus 2 pi z, donc de la forme 2 k pi, pi sur 2 plus 2 k pi pour k appartenant à z. Et ben, conclusion finale, ça y est, on a réussi. Notons grand S, l'ensemble pi sur 2 plus 2 k pi pour k appartenant à z, sous-ensemble discret de R. Eh bien, l'équation sinus de grand A égale grand I, où grand A est une matrice dans M2 de C, cette équation équivaut à dire que le spectre de grand A, c'est-à-dire les deux valeurs propres de grand A, est inclus dans grand S. Autrement dit, eh bien, les solutions de l'équation sont exactement les matrices de la forme P fois lambda 1, lambda 2, 0 mu, P puissance moins 1, où lambda 1 et lambda 2, les valeurs propres, doivent être dans cet ensemble grand S que j'ai décrit en haut, donc pi sur 2 plus 2 pi z. Mu est un scalaire quelconque dans C, et grand P est une matrice inversible quelconque. Il n'y a aucune condition de diagonalisabilité. Grand A peut être diagonale ou un bloc de Jordan, et il existe une infinité de solutions non bornées et non discrètes. Si on récapitule, donc dans le cas A différent de 0, on a montré que eh bien, l'équation sinus grand A égale grand N n'avait tout simplement aucune solution. Sinon, si on supposait qu'on avait une solution, on aboutissait à une absurdité. Dans le cas A égale 0, les solutions sont les matrices grand A trigonalisables avec valeurs propres qui sont dans l'ensemble pi sur 2 plus 2 pi z. Et le coefficient en haut à droite, hein, le mu, fameux mu, lui est libre. Aucune contrainte. Voilà. Le point pédagogique à retenir, c'est que
eh bien, dans le cas A différent de 0, le réflexe f de A commute avec A, donc f ici c'était sinus, c'était puissant. On a regardé le commutant, ça nous a donné une forme de la matrice de grand A, et ça nous a aidé à résoudre l'équation matricielle. Mais ça ne nous a pas aidé dans le cas où on résolvait l'équation sinus grand A égale la matrice identité. Et donc, il faut savoir compléter cette approche par une trigonalisation lorsque le commutant ne suffit pas. Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez aimé cet exercice et des prochaines vidéos auront lieu sur d'autres exercices des oraux de Polytechnique. Merci.